Yo yo yo! Excusez mon retard pour la sortie de cette vidéo, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'écrire. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur le cinéma d'Emerald Fennell, mais à chaque fois, plus j'écrivais, plus je doutais. Je savais pas quel angle aborder, vraiment c'était très dur. C'est très dur. Il aurait été facile pour moi de produire une énième vidéo accusant ces films d'être du style sans substance et de céder à cette critique très populaire, surtout depuis la sortie de Hurlevent en février. L'essai était quasi fini, mais il y a quelque chose qui me dérangeait. Accuser les films de Fennell d'être visuellement beaux mais intellectuellement vides, comme j'avais d'abord envie de le faire, m'a paru soudain un peu problématique, parce que au fond ce reproche n'est pas neutre. Qualifier une œuvre de style over substance, c'est supposer qu'il existerait des œuvres profondes, sérieuses, politiquement légitimes, et à l'inverse, des œuvres superficielle, décorative, vouée au simple divertissement. Or, ce n'est pas anodin comme opposition. On en a parlé dans ma vidéo sur Dirty Dancing, ça repose en réalité sur une hiérarchie culturelle implicite où on valorise la culture froide, légitime, institutionnelle, bourgeoise, au détriment de la culture chaude, populaire, facile et du coup jugée illégitime. Grégoire Simpson a fait 2 vidéos sur le sujet qui expliquent très bien comment les goûts culturels participent à la reproduction des hiérarchies sociales et je vous mets les liens en description. Or, Fennell, elle a jamais dit que son cinéma était militant ou profond. Au contraire, ce qui l'intéresse, c'est de faire vivre une expérience au public. Because what we wanted was it to kind of provoke a sort of primal response rather than a literal one. The thing about Wuthering Heights, the book, is it sort of timeless. It's kind of got this uncanny feeling of being of its time, but not really of its time or any time. So that's kind of what we wanted to create here, which means the costumes are all, they just tell you a lot about the characters. Donc, il serait incohérent pour moi de faire une analyse de fond sur ces films, vu qu'elle défend elle-même que ce n'est pas son but. Alors j'ai décidé de déplacer la question. C'est plus ces films sont-ils profonds, mais quelle idéologie circule malgré tout dans ces films? Car même lorsque un ou une auteurice affirme ne vouloir que divertir, son œuvre s'inscrit toujours dans un contexte politique et social. Fennell met en scène des rapports de domination, elle cherche à dégager de l'empathie pour des figures désirables mais aussi condamnables. De plus, Fennell est issue d'un milieu extrêmement privilégié, elle a étudié au Marlborough College et à l'université d'Oxford et elle vient de la classe supérieure britannique. Ce n'est pas une faute morale en soi, mais ça a profondément façonné son regard. Personne n'échappe totalement au biais de sa socialisation. Sauf que j'ai eu beau chercher, éplucher, décortiquer ses interviews, je n'ai pas trouvé de preuves irréfutables que ses choix, qui ne sont pas 100% ses choix d'ailleurs, traduisent d'une envie consciente d'ostraciser, d'humilier ou de dénigrer. Ce que je sais pour sûr, c'est que ces films éveillent en moi des sentiments complexes et contradictoires. J'avais un peu parlé d'elle dans une vieille vidéo avec un son dégueulasse, et j'avais dit à propos de son premier long métrage, je cite, que je ne trouvais aucun défaut à ce film. Carrément. Et oh my god, comment mon avis a changé. Mais c'est bien, je trouve. Ça montre que j'évolue, je change d'avis, et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc, je vais analyser chacun de ces films pour ensuite démonter chacune de mes analyses, parce qu'au fond, toute lecture est biaisée. Et peut-être que le véritable sujet, ce n'est pas les films de Fennell, mais notre manière de les regarder. Donc, je préviens, il y aura des spoilers pour les films Promising Young Woman, Saltburn, Le talentueux Mr. Ripley, Les Hauts de Hurlevent, le livre comme les films. Et cette vidéo va parler de violences physiques et sexuelles, mais aussi de viols, de suicides et de meurtres. Si ces sujets sont trop éprouvants pour vous, n'hésitez pas à quitter cette vidéo et à faire attention à qui pourrait l'entendre. Prenez soin de vous, c'est important, et je vous souhaite une bonne vidéo. Dans ce thriller mêlant comédie noire, revenge movie, nous suivons Cassie, interprétée par Carey Mulligan, qui est une femme figée depuis le suicide de sa meilleure amie Nina. Cassie vit encore chez ses parents, elle a abandonné ses études de médecine, elle semble incapable d'avancer. Son seul hobby semble être de se faire passer ivre-morte dans les boîtes de nuit et d'attendre qu'un nice guy propose de la raccompagner. Croyant pouvoir profiter de son état d'ébriété, le mec tente alors de la séduire et d'abuser d'elle, jusqu'au moment où Cassie révèle son vrai visage. I said, what are you doing? Je me souviens avoir été impatiente de voir ce film, dont la sortie a été retardée à cause de la pandémie du Covid. Il cochait toutes mes cases. Thriller, femme vengeresse, critique des violences sexuelles. À sa sortie, je me souviens l'avoir adoré et l'avoir recommandé à tout le monde. Mais le film était loin d'être parfait. Je n'étais déjà pas convaincue de sa fin, mais il abordait des thèmes puissants. La culpabilité de ne pas avoir été présente pour une amie, la difficulté de se réouvrir au monde, la misogynie systémique de notre société, en particulier venant des femmes qui l'ont intériorisée, la complicité masculine, mais aussi la possibilité du pardon si les excuses sont sincères et altruistes. Le titre du film détourne l'expression souvent employée pour défendre des hommes accusés de violences sexuelles, ces jeunes hommes prometteurs qu'il faudrait préserver et sauver l'avenir, alors que celui de la victime elle-même et son récit sont souvent mis de côté et disparaissent complètement derrière cette inquiétude pour la réputation masculine. Attends, c'est pas vrai! Tu la traites de menteuse? Tu sais le courage qu'il a fallu pour aller en parler à sa mère? Est-ce que ça lui coûte d'aller porter plainte? Il faut qu'elle retire sa plainte. Sa vie va être foutue! La vie de qui, Claire?
La vie de qui va être foutue? La vie de qui? Dès ce premier film, on distingue la signature de Fennell. Un goût marqué pour la composition des plans, la symétrie, les costumes révélateurs de la psychologie des personnages, les couleurs pop, les accessoires, etc. Fennell est une cinéaste de l'image, ça ne fait aucun doute. La bande-son est pop et entraînante, et l'utilisation de Toxic, en version violon creepy, est exquise. Cette fugue est exquise. Des plans serrés sont intentionnels, sur les regards masculins, sur le corps de Cassie, qui traduisent visuellement la prédation. Le choix de faire d'Al Monroe, le coupable originel du film, un anesthésiste, résonne de manière glaçante. L'esthétique de Fennell est présente, mais pas étouffante. Le film démonte minutieusement ce réseau de passivité, de silence et d'arrangement, qui permet aux violences d'exister. Cassie ne dit jamais oui, pourtant les propositions continuent. Les mains se baladent, les décisions se prennent sans elle. My apartment is a few blocks from here. Would you want it? Have a drink before hitting the hay? I'm just literally right here. You want to have like one beer? Yeah. Can you take us to 242 Raleigh Drive instead, please? It's a couple blocks. La complicité n'est pas uniquement masculine, le personnage de Maddie incarne l'intériorisation des règles du patriarcat. Pour appartenir au groupe dominant, elle adopte son mépris pour les victimes. Elle ne crée pas la violence, mais elle la rend possible. Don't make the rules. Look, when you get that drunk, things happen. Don't get blackout drunk all the time and then expect people to be on your side when you have sex with someone you don't want to. Ici, Maddie expose le concept de bonne et de mauvaise victime. C'est une distinction qui n'est pas reconnue par le droit français, mais qui est bien présente dans la sphère sociale et médiatique. Cette catégorisation influence énormément notre perception des victimes de violences, notamment sexuelles et conjugales. Elle repose sur des stéréotypes. La bonne victime est souvent perçue comme passive, fragile, sans antécédents et correspond à une image idéale de souffrance physique et morale, tandis que la mauvaise victime est jugée responsable de son sort, parfois par ses choix de vie, son comportement ou son passé, en particulier si elle était déesse. Cette catégorisation n'impacte pas seulement l'opinion publique, mais aussi comment se déroule le processus judiciaire, notamment lors des confrontations avec leurs agresseurs. La confrontation peut donner le sentiment à la victime de devoir justifier sa conduite. Il faut sans cesse être sur la défensive, prouver ses bonnes mœurs, revêtir le costume de la fille bien, qui n'aurait pas dû être violée. Non seulement cela biaise considérablement les auditions et les comptes rendus, mais en plus, cela génère chez la victime une tendance à l'autocritique qui peut être nocive et pour l'estime d'elle-même et pour la réception de leurs témoignages par les juges. Ryan, lui, est présenté comme le mec bien, l'exception, celui en qui on a confiance, qui ne nous fera aucun mal. Pourtant, très tôt, des fissures apparaissent. Il insiste lorsque Cassie rejette ses avances, il se fait passer pour le nice guys, mais en fait, il représente une masculinité complice, celle qui observe, participe et profite des abus sur les femmes. I didn't even do anything. Okay. Poor Ryan, just an innocent bystander. La réalisation nous pousse à l'aimer, mais lorsqu'il est finalement confronté à ses actions, ou plutôt son inaction, l'image du gentil se fissure. Then we both won't be doctors, you fucking failure. Nice. Bye, Ryan. La doyenne Walker représente les institutions qui protègent l'avenir des hommes avant d'entendre la parole des victimes. What would you have me do? Ruin a young man's life every time we get an accusation like this? Ce choix qui, pour protéger justement ces hommes talentueux et pleins de promesses, met en péril des victimes qui ne se remettent jamais du traumatisme et de la solitude dans lesquelles elles se trouvent. Is your friend okay? No, she's not. But Al Monroe is. You'll be glad to hear he's doing really well. L'avocat, quant à lui, incarne la machine judiciaire qui use, isole et achète le silence. I got a bonus for every settlement out of court. I got another bonus for every charge dropped. We all did. Ce que montre le film, c'est un système complet. Les amis passifs, les institutions complaisantes, la justice défaillante. Rappelons quelques chiffres. En France, 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Le coût moyen d'une procédure judiciaire pour une victime de violences sexuelles peut s'élever à 11 000 €. Donc non, les femmes ne portent pas plainte pour l'argent. You know, we get accusations like this all the time. 1 or 2 a week. Dans son livre, classé sans suite, Les femmes victimes de violences face à la justice, Violaine de Philippis Abat, une avocate engagée pour l'égalité femmes-hommes, dévoile comment le système judiciaire français est en retard sur le traitement des affaires de violences faites aux femmes, et comment une justice patriarcale, avec un héritage religieux et misogyne, ne permet pas aux femmes d'obtenir un procès équitable et surtout un procès tout court. À l'heure actuelle, on ne peut ignorer que déposer plainte équivaut à s'engouffrer dans un tunnel sans lumière tout en s'exposant à être broyé par le système.
car la réalité des chiffres est sans appel de ce côté. À ce jour, quasiment toutes les plaintes pour infractions sexuelles et ou conjugales sont classées sans suite, par manque de preuves. Cela signifie que la justice n'établit rien du tout. N'en déplaise au gouvernement, la justice classe, circuler, y a rien à voir. Ce livre est très intéressant sur le fonctionnement de la justice française et explique pourquoi la majorité des cas sont classés sans suite. L'avocate donne aussi des conseils et des démarches à suivre si vous hésitez ou non à porter plainte, et elle rappelle qu'il n'y a aucune obligation à porter plainte. C'est un droit, pas un devoir. Revenons à Promising Young Woman. Pour moi, la première partie du film est réussite. Et il y a d'autres points positifs. La parenthèse romantique entre Cassie et Ryan apporte une respiration qui fait du bien dans ce thriller sombre. L'ironie avec laquelle certains hommes sont tournés en ridicule me fait grave plaisir. Et Cassie elle-même est un personnage fascinant. Vernis pastel et multicolore, vêtements presque enfantins, c'est une femme arrêtée dans le temps. Elle mange des bonbons, colle ses chewing-gums sous les bureaux, comme si une part d'elle refusait d'entrer dans l'âge adulte tant que justice n'aura pas été rendue. Au début, elle n'a aucun but clair, elle flotte. If I wanted a boyfriend and a yoga class and a house and kids and a job my mom could brag about, I'd have done it. It would take me 10 minutes. I don't want it. I don't want it. But you must want something. Puis la vengeance lui en donne un. Cassie veut réparer ce qui est irréparable. Punir celles qui ont participé, activement ou passivement, à la destruction de Nina. Elle cherche une forme de justice que le monde n'a pas su offrir. Mais elle n'est pas innocente non plus. Elle ment, manipule, elle met en scène la peur et torture psychologiquement Maddie. Le film n'ignore pas sa part d'ombre, et pourtant, le vrai problème, pour moi, arrive à la conclusion. Cassie meurt avant d'avoir accompli son geste final, dans une longue scène difficile à regarder, où elle est étouffée, et après laquelle on ne reverra plus jamais son visage. Cette scène choque, mais elle déplace aussi le propos. Au lieu d'assister à l'aboutissement d'une révolte, on voit une punition. Comme si la transgression féminine devait être contenue, arrêtée, éliminée. Cassie échoue avant d'arriver au bout de sa transformation en héroïne vengeresse. Elle ne devient jamais véritablement monstrueuse, jamais inexcusable, jamais cette figure d'anti-héros empathique que le film semblait promettre. Sa mort la replace du côté de la pureté, du sacrifice, presque du martyr. Comme si une femme n'était pas autorisée à survivre à sa propre violence. Je pense que Fennell n'a pas voulu que Cassie devienne une personne monstrueuse. Elle devait rester pure, sans avoir du sang sur les mains. Alors qu'elle aurait pu être Love Queen de You, complètement cinglée, mais où ses actes sont justifiés, violents et impardonnables, mais légitimes dans sa philosophie. Aller jusqu'au bout aurait signifié accepter une héroïne réellement terrifiante. À la place, le film choisit de la retirer de l'équation et de confier la résolution au système même qui a échoué et que le film a passé son temps à dénoncer. Ce plot twist de Cassie qui a tout préparé paraît un peu sorti du chapeau. C'est en faisant mes recherches que j'apprends qu'en fait, Fennell n'avait pas du tout écrit le dernier acte du film, où la police vient arrêter Al pour le meurtre de Cassie. Le scénario se finissait initialement sur la montagne, avec le corps de Cassie qui brûle, mais la production a demandé une fin plus ouverte, avec un peu d'espoir. Cela traduit que même si Fennell est scénariste, productrice et réalisatrice de son film, elle n'a pas, comme beaucoup d'autres réalisatrices, carte blanche sur tout son film. Cette fin, on peut l'analyser de deux manières différentes. La première, celle que j'ai aujourd'hui, c'est celle d'une trahison féministe. Trahison, disgrâce. On nous promet une anti-héroïne qui va renverser le système, et au moment où elle devient réellement dangereuse, elle est supprimée, littéralement. Comme si le film prenait peur de sa propre radicalité. Mais on peut aussi l'interpréter autrement. The thing that I can say when I was writing it was I wanted to make an honest film. And a film about a real woman. Fennell dit qu'elle voulait être honnête. Et la réalité, c'est que les femmes qui se révoltent sont tuées. Les féminicides existent, les violences existent. La société protège les agresseurs. Dans cette lecture, la mort de Cassie n'est pas une capitulation, c'est une démonstration brutale du système. In the end, did feel like as close to what would happen afterwards. Et c'est là que je me heurte à mes propres biais. Est-ce que je voulais une fin cathartique parce que j'avais besoin de voir une femme gagner, ou est-ce que je confonds désir politique et analyse de film? Both. Fennell fait exprès d'être toujours dans le flou. Elle refuse les déclarations tranchées et n'a jamais revendiqué de manifeste féministe. Mais surtout, un film sur les femmes, la colère et la complexité. C'est moi, spectatrice féministe, qui voulait une fin plus radicale avec une vengeance plus aboutie et la certitude que les coupables seraient réellement punis. Mais je reconnais que cette lecture est située et je serais curieuse d'avoir la vôtre. Après le succès de Promising Young Woman, Emerald Fennell revient avec Saltburn fin 2023. Le film envahit immédiatement les réseaux sociaux. Des plans sophistiqués, des scènes chocs, le luxe décadent, une bande-son millimétrée, impossible de passer à côté du phénomène. On parle de la scène de la baignoire, de la danse finale, de Jacob Elordi et de son piercing à l'arcade. Tout est pensé pour être vu, capturé, partagé. On suit Oliver, joué par Barry Keoghan, un étudiant boursier à Oxford qui peine à trouver sa place parmi les riches héritiers et les nepo babies de cette prestigieuse université. Il rencontre
rencontre Félix, joué par Jacob Elordi, solaire, riche, magnétique, qui devient son ami et lui ouvre les portes de son domaine familial pendant l'été, Saltburn. Très vite, le récit prend la forme d'une obsession, presque d'un amour impossible. On pense forcément au talentueux Mr. Ripley, sorti en 99 avec Jude Law et Matt Damon. Ces deux films très semblables parlent d'une fascination pour un monde privilégié et inaccessible, du désir d'appartenir, de l'envie de devenir l'autre. Fennell affirme qu'elle ne s'est pas du tout inspirée de ce film, mais quand on le connaît, c'est un peu difficile à croire. L'intrigue est quasiment la même. I also kind of see some of talented Mr. Ripley in there. Is that a comparison that you like? Was that something that you were kind of thinking about while you were writing? Do you know what actually wasn't really? You sure about that? You sure about that? Personnellement, je pense qu'elle ment. Mais bon, peut-être pas. En vrai, je sais pas. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Puis arrive le twist de fin. Attention spoiler, tout était calculé. Oliver a tout orchestré pour devenir l'ami de Félix, s'infiltrer dans sa vie, dans sa famille, jusqu'à éliminer un par un ses membres et être le seul héritier de Saltburn. Encore une fois, cette fin ne me plaît pas du tout. Je trouve cette conclusion anticlimactique, une fin qui me paraît encore une fois sortie du chapeau et qui enlève toute dimension intéressante du film. Si Oliver manipule et ment depuis la première minute, alors le film perd une grande partie de sa tension. Ce qu'on prenait pour une obsession qui tourne mal, une perte de contrôle, devient un plan froid et calculé. Il n'y a plus d'évolution du personnage, plus de transformation progressive, plus de descente aux enfers. Ce twist ne complexifie pas le récit, il l'aplatit plutôt. Le problème est d'autant plus grand qu'Oliver reste une énigme. Sa vie familiale, son passé, ses souffrances, tout n'était que mensonge. On apprend la vérité en même temps que Félix, et il ne reste donc aucun point d'ancrage émotionnel. Comment s'attacher à un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas? Comment célébrer avec lui sa victoire, qui ressemble davantage à une démonstration de pouvoir et de manigance, plutôt qu'à une véritable nécessité intérieure? I'm still the same person. Yeah, I'm still the same person. Bah non frère, justement. Pourtant visuellement, le film est somptueux. Le chef opérateur, Linus Sandgren, produit des images proches de tableaux. Chaque plan semble être pensé pour être disséqué, partagé, admiré. Dans une interview pour Vanity Fair, où elle décortique les plans du film, Fennell semble obsédée par les détails du décor et des costumes. Bien sûr, ce sont des éléments qui comptent. Le cinéma est un art visuel. Moi aussi, j'aime décortiquer chaque scène, chaque détail, chaque mimique sur le visage des actrices et d'en tirer mes propres conclusions, ma propre interprétation. Mais ici, l'attention portée à l'image semble largement dépasser celle accordée à l'écriture dramatique. So you're picking apart the style, may I say, instead of the substance. That's kind of... Kind of what? Lazy. It's completely valid to debate the rhetoric of an argument. It's not what you argue, but how. Fennell n'a jamais revendiqué que Saltburn était une satire sociale. Au contraire. C'est plus l'échouiller, croquer, puis avaler les riches. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Donc peut-être que mon erreur est de vouloir une critique des privilégiés, comme on en a vu dans Parasite, The Menu, The White Lotus, Triangle of Sadness, etc. Mais même si ce n'est pas son intention, le film est reçu dans un contexte politique, dans une époque marquée par les inégalités croissantes, les débats sur la reproduction sociale, les fantasmes de l'ascension. Peut-être que le film ne cherche pas à manger les riches, mais plutôt il met en scène un personnage qui veut les dévorer. Car si on regarde bien, les riches de Saltburn ne sont pas monstrueux. Ils sont snobs, ignorants, parfois grotesques et absurdes, mais jamais vraiment cruels. Pas suffisamment en tout cas pour que leur chute paraisse nécessaire, pas assez pour susciter une véritable rage. La violence, elle ne vient pas du système, elle vient d'Oliver. Le seul personnage véritablement monstrueux au final, c'est celui qui veut accéder au monde des riches, et du coup ce n'est pas une critique du pouvoir, c'est une conquête du pouvoir. Unlike you, I actually know how to work. Ce serait lui, celui qui vient d'en bas, qui comprend la valeur des choses, celui qui mérite véritablement Saltburn et ses privilèges. Sauf que Oliver, en fait, il vient d'une famille confortable, aimante et stable. That was in Mykonos. We go every year. Well, not anymore. Not now that kids are all grown up. Ce n'est pas de la survie, mais c'est une performance de la marginalité. Et là, quelque chose me gêne. Est-ce que le film nous dit que le problème, ce n'est pas l'élite, mais ceux qui veulent y entrer? Est-ce qu'on est en train de se moquer de l'élite, ou on la regarde avec fascination et envie? Et en ayant en tête son background, je ne peux m'empêcher et me demander, est-ce ainsi que Fennell voit les classes moyennes, cherchant seulement à s'approprier les richesses des autres? Encore une fois, je sais pas. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Comparons avec le talentueux Mr. Ripley un moment. Nous ne savons pas grand-chose de notre protagoniste Tom Ripley, mais ce que nous pouvons comprendre de ses premières scènes, c'est qu'il enchaîne les petits boulots, souvent au service de personnes plus privilégiées que lui. Tom est d'ordinaire invisible. Ce n'est seulement que parce qu'il porte une veste Preston, veste d'ailleurs empruntée pour faire bonne figure, qu'il est repéré et abordé par Mr. Greenleaf. We're at Princeton. Most likely you'll know our son, Dick. Dickie Greenleaf. I couldn't help noticing your jacket. Yes.
Class of 56. How is Dickie? Il accepte de travailler pour Mr. Greenleaf et de convaincre son fils Dickie de revenir à New York contre $1000, ce qui n'est pas rien. Ça vaut $11 000 quand même aujourd'hui. Donc forcément, l'accès soudain au luxe et à l'argent agit comme une drogue. I can tell you the Greenleaf name opens a lot of doors. Ces premiers mensonges ne sont pas diaboliques, mais plutôt pathétiques. Ils viennent d'un besoin d'être vu. Quand il devient quelqu'un d'autre, quand il se fait passer pour Dickie, soudain les regards changent, les portes s'ouvrent. Dickie Greenleaf est aussi très différent de Félix. Il trompe sa fiancée Marge, met enceinte une femme du village et l'abandonne. I'm sick of Manji, especially now with everything. Il est irresponsable, cruel et arrogant. You can be a leech. You know that. And it's boring. You can be quite boring. Sa mort paraît presque inévitable. On comprend la rage de Tom. Tom qui franchit d'ailleurs une limite qui le terrifie lui-même. Il est tiraillé entre sa culpabilité et son désir d'exister. Lorsqu'il prend l'identité de Dickie, on le voit jongler entre deux personnalités. Chaque crime laisse une trace. Tom regrette, il voudrait être quelqu'un d'autre. If I could take a giant eraser and rub out everything, starting with myself. C'est ce tiraillement qui rend le film si prenant. Tom est déchiré, mais nous aussi. On veut qu'il soit puni, mais aussi on veut voir jusqu'où son talent peut l'amener. Everybody should have one talent. What's yours? Forging signatures, telling lies, impersonating practically anybody. Alors que dans Saltburn, le fait qu'Oliver explique qu'il a tout préparé depuis le début annule ce doux glissement dans les abysses et l'impardonnable. Ce n'est plus qu'une stratégie magnifiquement aboutie, sans à-coups. Je ne ressens pas d'onde de choc pour l'amour de Félix, alors que je ressens la douleur de Marge d'avoir perdu Dickie. Et c'est là toute la réussite de Ripley. Il n'y a ni méchant absolu, ni héros innocent. Même si Dickie était détestable, sa mort reste une injustice. Et en vrai, ce qui me brise le cœur, c'est que Tom aurait pu être heureux, vivre la romance gay qu'il désirait. Mais non. La vraie tragédie de ce film, c'est qu'il s'inscrit dans une longue tradition, celle des œuvres où les couples queer ne peuvent pas avoir de fin heureuse. On veut des fins heureuses pour les couples queer en fait, sans esthétisation systématique de la souffrance, ça serait sympa. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais encore une fois regarder Heated Rivalry. Heated Rivalry. Putain, j'arrive pas. Oh, la rivalité chaude. Voilà. I'm coming to the cottage. L'unique roman écrit par Emily Bronte, Wuthering Heights, publié en 1847, est aujourd'hui considéré comme un monument de la littérature britannique. Par sa structure narrative complexe, le roman aborde des thématiques de classe, des jeux de pouvoir, de traumatisme transgénérationnel, de racisme, d'obsession et de vengeance. Il est complètement unique dans l'histoire du roman victorien, en décalage avec son époque, et même avec toutes les époques. C'est aussi un livre très sophistiqué et très déconcertant. Léo de Hurlevent est coupable d'aborder 2 ou 3 des choses qui perturbent le plus les Anglais quand ils pensent à leur société. Il est coupable d'une investigation plutôt brutale du système de classe. Toute la structure du roman tourne autour des questions de rang et d'ordre. Qui est convenable? Qui doit épouser qui? Comment s'élever dans l'échelle sociale et comment on peut en chuter et sombrer. Un jour, le père de Catherine Earnshaw revient de Liverpool avec un jeune garçon orphelin. Il le recueille chez lui et le nomme Heathcliff, l'intégrant à sa famille. Alors que Inné, frère de Catherine, rejette et hait Heathcliff par jalousie et xénophobie, Catherine va se lier d'amitié avec lui. Catherine et Heathcliff sont tous les deux sauvages, égoïstes et immatures, et leur relation fusionnelle va virer destructrice et violente. Au début, c'est de l'amour, une sorte d'amour. Puis cela devient comme un lien empoisonné. Je dirais maladif même, comme s'ils avaient été infectés et ne pouvaient s'en remettre. Ils ne peuvent pas échapper l'un à l'autre. Cette toxicité qui les mine signifie qu'il ne s'agit plus d'amour. C'est un lien familier qu'ils ne peuvent plus défaire. Et c'est tragique. Heathcliff, humilié toute son enfance par Inné, développe une haine, une cruauté et un sadisme qui structureront toute sa vie adulte. Catherine choisit d'épouser Edgar Linton pour raisons sociales, tout en affirmant que son lien avec Heathcliff dépasse un simple amour ordinaire. Ce ne sont pas des héros romantiques, ce sont des figures d'obsession, de domination, dures, parfois cruelles et souvent antipathiques. It's an ugly book. It's base and ugly and full of selfish people who only care for themselves. Le roman décrit Heathcliff comme une personne à la peau sombre, trouvé enfant errant à Liverpool, parlant un langage que personne ne comprend.
Il y a quelques indices sur l'ambiguïté raciale d'Heathcliff, ambiguïté qui a ouvert de nombreux débats au fil des décennies, mais surtout dans le roman, elle sert à justifier la position d'Heathcliff comme l'autre. Elle n'a pas besoin d'en rajouter pour qu'on comprenne qu'il ne ressemble pas aux autres garçons. Ce n'est pas uniquement son origine qui pose problème, c'est son apparence. Une lecture critique moderne et post-coloniale permet d'éclairer cette dimension. Je me suis mis à voir Heathcliff à travers le prisme de ce que Liverpool représente pour la société britannique du 19e siècle et du 18e siècle, c'est-à-dire un port négrier. C'est là qu'échouaient les orphelins, tout le ressac, tous les débris de l'Empire, tous les remous de l'Empire finissaient dans les rues de Liverpool avant d'être lentement intégrés à la société. Cette ville est un melting pot, mais en son cœur, il y a l'esclavage. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est le fait que, bien qu'Emily ait grandi dans un milieu sensible aux idées abolitionnistes, ça ne signifie pas qu'elle était affranchie des imaginaires raciaux de son époque. L'abolitionnisme britannique du 19e siècle n'était pas nécessairement synonyme d'antiraciste au sens contemporain du terme. Il est donc historiquement plausible qu'Emily Brontë ait partagé, consciemment ou non, certains présupposés raciaux largement diffusés dans la culture victorienne. Comme le rappelle l'historien Yann Béliard, la compassion des meneurs du mouvement abolitionniste pour les esclaves n'était pas inspirée par un credo anti-impérialiste. Son moteur était une foi chrétienne inséparable de la croyance de la supériorité du christianisme sur les autres religions et dans la mission civilisatrice d'un empire britannique réformé. Bien que le pays ait compté autour de 10 000 noirs libres sur son sol au début du 19e siècle, il semblerait que la sphère dirigeante du courant abolitionniste n'ait pas spécialement cherché à s'appuyer sur eux, probablement par crainte que leurs apparitions publiques desservent leur cause, étant donné les préjugés racistes de la classe politique. Mais le roman ne se contente pas de reproduire un schéma raciste. Il met en scène la violence du rejet, la brutalité de l'exclusion et l'hypocrisie morale de l'Angleterre. On peut alors se demander pourquoi avoir choisi de faire d'un personnage décrit comme sombre de peau le vecteur de la cruauté et de la vengeance. Est-ce une reproduction des stéréotypes coloniaux associant altérité et sauvagerie, ou une critique de la société qui fabrique cette monstruosité par le rejet? Both. L'adaptation de 1939 choisit de maquiller légèrement l'acteur pour lui foncer la peau, annonçant une pratique récurrente, engager des acteurs blancs pour incarner des personnages racisés. Paradoxalement, l'actrice qui interprète Catherine, Merle Oberon, était d'origine sud-asiatique et a dû blanchir sa peau et son image publique pour travailler à Hollywood. La blanchité devient ainsi la norme invisible, à la fois standard esthétique et condition d'accès au désir. Lorsqu'elle sort son adaptation ou interprétation du roman en février 2026, Fennell prévient. Ce n'est pas une adaptation fidèle, mais une version de ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a lu le livre pour la première fois à 14 ans. C'est une fanfic, en gros. The thing for me is that you can't adapt a book as dense and complicated and difficult as this book. I can't say I'm making Wuthering Heights. It's not possible. What I can say is I'm making a version of it. Dès l'annonce du casting de Jacob Elordi pour jouer Heathcliff, la toile crie whitewashing, dénonçant l'effacement de toute une dimension raciale et classiste du roman. Et en vrai, je suis complètement d'accord. Je suis personnellement fatiguée de toujours voir les mêmes têtes d'hommes blancs 6-7 pour jouer des rôles de figures désirables au cinéma. En 2026, on aurait espéré autre chose. Notons toutefois que Fennell n'est pas un cas isolé. Sur plus de 30 adaptations cinématographiques, une seule, celle d'Andrea Arnold en 2011, a confié le rôle d'Heathcliff à un acteur noir. Ma take, à la base, était de penser que Fennell révélait ici des biais racistes. Car bien qu'elle ait confié des rôles importants à Hong Cho pour jouer Nellie et Shazad Latif pour jouer Edgar Linton, elle semble incapable d'imaginer un Heathcliff principal, érotisé et central, autrement que blanc. Alors qu'elle a dit qu'elle a repéré et choisi Latif pour jouer Linton parce qu'il représentait un adversaire romantique plausible face à Elordi, pourquoi ne pas l'avoir choisi carrément pour jouer Heathcliff, en fait? Comme si la masculinité désirable restait indissociable de la blanchité. Donc, qu'est-ce qui est vraiment raciste? Écrire un personnage cruel dont l'altérité est marquée racialement, ou effacer cette altérité dans les adaptations contemporaines en blanchissant le personnage pour le rendre désirable selon les standards esthétiques dominants? Je sais pas, sans doute les deux. Both. Dans cette version, Fennell expose la relation entre Catherine et Heathcliff comme désirable, érotique. Alors que d'autres adaptations prennent le temps d'explorer l'enfance de Catherine et Heathcliff, la naissance de leur amitié et de leur lien fort, la version de Fennell passe vite à l'âge adulte, l'âge de l'éveil sexuel et du désir. Et ce n'est que après avoir regardé une deuxième fois le film, sur un site de streaming illégal, que j'arrive à voir ce que Fennell voulait faire transparaître. Vraiment, j'ai l'impression que je suis sur AO3 et j'ai cherché une fanfic pour Hurlevent, j'ai coché la case explicite et me voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant des scènes de pêche super kinky, le pire étant une écriture moyennement bien construite. Quand tu coches la case explicite sur AO3, t'y vas pas pour la littérature. I can follow you like a dog to the end of the world.
je pense que l'un des points forts de cette nouvelle version, ce sont les visuels et l'atmosphère gothique. C'est une version sexy des Hauts du Hurlevent. Et je pense que c'est ça ce que Fennell voulait. Représenter l'ère victorienne avec une sensualité assumée. Parce que dans une société réputée prude et enfermée, voir des personnages qui transgressent les normes a quelque chose de rafraîchissant. Mais j'ai quand même un problème, encore une fois avec la fin, parce que après avoir trompé son mari d'innombrables fois, Catherine perd son bébé et se vide de son sang par l'entrejambe. Dans une scène très graphique et stylée, mais qui a l'air d'être une punition pour son infidélité et sa liberté sexuelle. Bref, je suis jamais contente. Et petite parenthèse, si vous voulez des scènes de pêche consenties avec des scènes qui font avancer la narration, allez regarder Heated Rivalry. Oh putain, j'arrive vraiment pas à le dire. Parce que même si leur relation commence de manière toxique, au moins les scènes intimes, elles ont une fonction dramatique. Et oui, je reparle de Heated Rivalry. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Okay, where's your Rosenau? My what? En plus, la série existe grâce à l'autrice qui se demandait ce que ce serait de vivre un amour gay dans le milieu très masculin du hockey. L'autrice a utilisé la fiction pour faire une critique politique de ce milieu qu'elle aime, mais aussi qu'elle questionne. Et à la fin, ça donne une des meilleures séries de l'année, et j'ose dire de la décennie. Oui, je le colle en fait. Je le dis. Maintenant, les points négatifs de Wuthering Heights. Inhale. Exhale. Catherine, c'est une grosse ouin-ouin. Heathcliff, c'est un gros ouin-ouin pervers. Le père, c'est un gros ouin-ouin abusif. Isabella est dénuée de tout ce qui fait sa gotitude du roman. Linton est le seul un peu saint d'esprit. Et Nellie, pour moi, c'est la goth absolue, qui remet Catherine et Heathcliff à leur place et ne cède pas à leurs caprices. À un moment, il y a Catherine qui dit à Nellie « Je pense que tu aimes me voir pleurer ». Et Nellie lui répond « Pas autant que toi tu aimes pleurer ». Oh là là, j'étais là genre « Ouais, dis-le bien ». Une chose que Fennell a bien réussi à faire transparaître du roman, c'est à quel point les personnages sont insupportables, égoïstes, pourri gâtés, cruels et mauvais. Vraiment, mais aucune empathie pour personne. Surtout pas Catherine et Heathcliff qui sont toxiques, mais au secours en fait. Pourquoi je suis allée voir ça? Pourquoi je vois ça? Qui a envie de voir ça? Ce qui est drôle par contre, c'est que je pense que si j'avais vu ce film à 14 ans, j'aurais adhéré à cette vision de l'amour, entre guillemets. J'aurais bavé comme Isabella, j'aurais avalé cette représentation de la romance malsaine sans recul. Vraiment, ce film, c'est un mix de Twilight et de 50 Shades, mais genre au 19e siècle. Ensuite, quand Fennell dit He's cruel and he's vengeful and he's thin-skinned and he's, you know, he's deeply unkind in lots of ways, but you kind of understand why. And the thing is, it needed somebody like Jacob that you would be able to forgive. Pour moi, ça pose problème. Encore une fois, Fennell ne veut pas qu'on déteste ses personnages. Or, dans le roman, Heathcliff est profondément affreux. Il abuse sexuellement son épouse, il torture des animaux, il brutalise son entourage. La majorité des adaptations s'arrêtent à la mort de Catherine, c'est-à-dire à la moitié du roman, et donc on ne voit pas le Heathcliff traumatiser et maltraiter son propre fils et la fille de Catherine, répétant le cycle d'abus et de violence. En adoucissant tout cela, on simplifie le personnage, on rend un mec abusif en héros romantique mal compris. Quel enfer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le monstre de Frankenstein de Guillermo del Toro. Ce personnage sombre qui tue un à un les membres de la famille de Victor dans le roman est souvent réécrit au cinéma comme une simple victime. Alors oui, il est victime de Victor, qu'il a créé sans amour, mais en retirant ses crimes, on retire aussi la complexité morale. On transforme une figure tragique et monstrueuse en personnage plus acceptable. Et j'ai l'impression que Fennell fait la même chose ici. Elle garde la passion, l'esthétique, le désir, mais elle atténue la véritable noirceur. Et du coup, on se retrouve avec une romance toxique, stylisée, érotisée, rendue pardonnable. Le vrai truc qui me chiffonne avec Wuthering Heights, c'est que j'ai payé 16 balles pour voir ce film et je trouve que ça les vaut pas du tout. Honnêtement, je m'attendais à pire. En voyant les TikTok et les posts Insta qui assassinent le film depuis sa sortie, je m'attendais à un truc boring, long et dénué de sens. C'est pas ce que je recherche quand je vais au ciné, mais ça veut pas dire que tout est à jeter. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis grave curieuse. I think we really need to be together and feel things together and argue and all of the things that movies can do. J'avais enregistré une conclusion, mais en fait, je vais mettre celle-là. Cette vidéo n'arrête pas de changer jusqu'au moment du montage, j'en peux plus. Donc voici ma plus récente conclusion. Lorsque je regarde ces interviews, je me rends bien compte que Fennell n'a aucune ambition politique ou dénonciatrice. Elle est intéressée par les personnages et leur représentation. J'aime la manière dont elle pense son récit, mais j'aime pas trop la manière dont elle l'exécute. Et puis, il y a une ironie dans ma propre réaction. Si j'en attends autant d'elle, c'est peut-être parce que justement, c'est une réalisatrice. Elle a accès à une immense plateforme, et le fait qu'elle ne l'utilise pas de
façon plus explicitement militante me frustre. Pourtant, beaucoup de réalisateurs hommes travaillent exactement de la même manière. Mais j'attends rien d'eux. Peut-être parce qu'ils sont plus nombreux, plus installés, peut-être aussi parce que, au fond, je me suis habituée à ne rien attendre des hommes, alors que des réalisatrices, j'en attends beaucoup plus. Et finalement, est-ce que ça aussi, c'est pas une forme de biais? La vérité, c'est que j'en ai, Fennel en a, vous en avez, on en a tous. La question n'est peut-être pas de savoir comment vivre sans biais, c'est impossible, mais plutôt de savoir ce qu'on en fait quand on les voit. Est-ce qu'on les ignore en espérant qu'ils disparaissent, ou est-ce qu'on les nomme, on les garde en tête pour essayer de les déconstruire petit à petit? Pour la première fois de cette vidéo, je suis sûre de ma réponse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, elle a été très dure pour moi à réaliser, donc si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, ça me ferait grave plaisir. Dites-moi ce que vous pensez du cinéma de Fennel. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé, quelque chose que vous auriez voulu aborder? Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!